sujet qui a fait vague, c'est cet article que vous avez écrit à la page 3 et qui est intitulé « Incroyable mais scandaleusement vrai, un établissement chinois est interdit aux chiens et aux noirs à Lomé ». Jean-Paul, j'avoue que je ne sais pas si vous avez eu les réactions, mais depuis que je vous ai reçu mardi, qu'on en a parlé, le standard de Canal FM a été vraiment inondé. Est-ce que vous avez fait le suivi également de cet article, vous, Jean-Paul? Bon, disons que depuis la sortie du journal, j'ai eu à voyager à l'intérieur du pays. Je suis rentré donc hier. Et effectivement, à ce stade, ce que je peux dire, c'est que dès l'apparition du journal et puis mon passage dans l'émission, il y a eu beaucoup de coups de fil pour vérifier la véracité de l'information. Quand je parle de coups de fil, ça provient aussi bien des autorités qui ont voulu en savoir davantage sur cet établissement et aussi simplement de simples auditeurs ou de simples lecteurs ou des amis qui ont appelé pour vérifier la véracité de l'information. Ce que je peux dire, c'est que depuis, je ne me suis pas rendu sur les lieux moi-même, ni mes collaborateurs, mais j'ai des amis qui ont eu l'info et qui se sont transportés sur les lieux hier, puisqu'ils m'ont appelé de là-bas hier soir. Et bon, on les a laissés entrer. Et il y en a même un qui m'a dit qu'il a pris une bonne écoute là-bas hier. Donc, si notre papier a permis finalement à cet établissement qui pratiquait une politique scandaleuse de revoir sa politique et enfin de laisser l'accès libre à tout le monde, alors je dirais qu'on a fait bonne œuvre, mais simplement est-ce qu'il faut en rester là ou il faut poursuivre? Il appartient peut-être aux autorités de tirer les conséquences des actes passés de cet établissement et puis de voir dans quelle mesure ce genre de choses ne se reproduisent plus. Parce que ce que je dois rajouter, c'est que depuis que j'ai sorti l'article, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire également que il y a une information qui est passée inaperçue aussi dans Togo Presse. Je cherche depuis à avoir ce Togo Presse. Dans cette information, il y avait une offre d'emploi qui était uniquement réservée aux Blancs et aux Asiatiques, je ne sais plus. Aux Blancs et aux Asiatiques, que c'est une offre d'emploi qui est parue dans Togo Presse. Donc, je cherche à retrouver ça. Et également, il semblerait qu'il y a une entreprise ici où les toilettes sont enfin, pour aller aux toilettes, il y a une partie qui est réservée donc aux blancs et puis une partie aux noirs. Ça aussi, c'est une information à vérifier. Mais en tout état de cause, c'est que si notre papier permet aujourd'hui de mettre fin à ces pratiques inacceptables dans notre pays, je dirais que c'est une bonne chose. Eh bien, nous allons vérifier si dorénavant, cet établissement de karaoké, de massage et de relaxation est désormais ouvert à tous les hommes de toute couleur et de tout sexe. Mais Abbas Mikaela Saïbou, comment est-ce que vous comprenez qu'à Lomé, ici, notre capitale, à 1 minute de la présidence de la République, un établissement, un bar est ouvert comme ça et a pu fonctionner pendant 2 ans, cet établissement qui était interdit aux chiens et aux noirs sans que nos services d'investigation, les services de renseignement ne soient au courant et aient pris des mesures adéquates? Non, ce n'est pas de la xénophobie. Toi-même, tu sais comment ces étrangers-là se comportent dans ce pays. Depuis un certain temps, certains Togolais se plaignent du fait que les étrangers ont la part belle et ils se permettent même, certains au niveau des usines, se permettent de traiter les Togolais comme des bêtes de somme. Et même il y a eu, rappelez-vous, cet Indien ou ce Chinois-là qui a tenu des propos tellement discourtois à l'endroit des autorités togolaises. Et ça n'émeut personne. Et donc, ce qui se passe là, c'est dans l'ordre normal, hein, des choses dans un pays où le pays est laissé comme ça à des étrangers peu scrupuleux.
Merci à vous. Alors Jean-Paul, je reviens à vous. Au Conseil des ministres de mercredi dernier, le gouvernement avait décidé de rajouter les dettes des banques togolaises dont la BTD, la BTCI, l'UTB et Ecobank Togo. Donc l'État togolais a décidé de rajouter leurs dettes. Mais déjà dans votre parution de mardi, vous écriviez, vous étiez revenu sur la privatisation des banques togolaises, dont la BTCI, la BTD, l'UTB et l'autre. Et vous parliez déjà, vous écrivez qu'il y a une certaine illisibilité dans la stratégie du gouvernement. Alors éclairez-nous davantage sur la procédure avec laquelle on mène la privatisation de ces banques-là. Non, on a écrit cet article pour dire quoi? Pour dire que si on a choisi de privatiser les banques, c'est qu'on estime que la privatisation est meilleure que la situation précédente. Simplement, à ce jour, il n'y a pas eu de débat public en tant que tel pour situer l'opinion, pour dire en quoi la privatisation sera bénéfique pour notre pays et pour notre économie. C'est vrai que les banques qui sont en train d'être privatisées ont connu beaucoup de difficultés et de la mauvaise gestion dans les années précédentes, même si au-delà des mauvaises gestions, il faut dire que c'est essentiellement la faute aux politiques, puisque pendant la crise et pendant la rupture de la coopération, le régime s'est servi essentiellement de ces banques-là pour survivre. Donc c'est d'abord la faute aux politiques. Maintenant, on a décidé sur instigation du FMI et de la Banque mondiale, qui sont à l'origine de cela, de privatiser les banques. Donc, est-ce que cette privatisation va être bénéfique pour notre économie et pour notre pays de façon générale? Je vais rappeler deux ou trois choses. D'abord, si demain la privatisation est effectuée, que, disons, des Tunisiens deviennent majoritaires propriétaires des banques, est-ce qu'on s'est assuré que, vu le côté plus ou moins informel de notre économie, la structuration de notre économie, ces gens-là, est-ce qu'ils ne seront pas frileux à financer des activités économiques dans notre pays, préféreront plutôt investir dans leur pays d'origine? Ou est-ce que, deuxième point, si des Tunisiens sont majoritaires dans le capital de nos banques, et s'il y a une crise en Tunisie, il y a une crise économique, une crise financière, une crise bancaire, est-ce qu'ils ne seront pas amenés à rapatrier les fonds ou à préférer exporter des capitaux? Donc, est-ce que la question est de savoir si on a pris toutes les précautions pour que ce genre de choses n'arrive pas? Mais surtout, c'est la composition de la commission de privatisation. On a dans cette commission des cas flagrants de conflit d'intérêts. Vous avez par exemple le DG, je n'ai absolument rien contre ce DG, qui est le DG de l'UTB, qui est en même temps membre de la commission de privatisation. De la même banque? Oui, oui. De la commission de privatisation de banque, ce qui pose un conflit d'intérêts. Vous avez un certain monsieur Eric Bio, un Béninois, encore une fois, on n'a rien contre les étrangers, mais qui est membre de cette commission représentant le secteur privé togolais. Alors, on ne comprend pas pourquoi on va chercher un Béninois pour représenter le secteur privé dans une commission qui est censée voir les procédures de privatisation. Surtout que ce monsieur n'a jamais créé ou dirigé une banque et une entreprise dans notre pays, parce qu'il est simple fonctionnaire à la BOAD. Donc voilà autant d'éléments qui nous poussent à nous demander pourquoi il n'y a pas un vrai débat sur la privatisation, sur les conditions de cette privatisation. Il y a un dernier point, c'est le serveur dont se servent les banques pour faire les états financiers, leurs opérations. Vous savez que ce serveur-là, à part pour la Ecobank, ce serveur se trouve en France. Donc, la plupart des opérations qui sont effectuées par nos banques, en fait, le système informatique qui gère ça ne se trouve pas sur notre territoire, mais se trouve en France. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, pendant la crise, Laurent Gbagbo n'a pas pu s'en sortir sur ce plan, même quand il a décidé de privatiser les banques, il n'a pas pu s'en sortir parce que le serveur et le système informatique qui gère
les états financiers, les opérations se trouvent à l'extérieur. Donc même s'il prend une décision en Côte d'Ivoire, il ne peut pas en pratique les faire exécuter parce que le serveur n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc est-ce qu'on a réfléchi à tout ça pour imposer peut-être demain aux banques, enfin aux opérateurs qui deviendront majoritaires dans nos banques pour effectivement imposer que le serveur de ces banques-là se trouve sur notre territoire pour avoir une certaine indépendance, une certaine, souveraineté de ce point de vue. Eh bien, 51 ans après nos indépendances, les serveurs sur lesquels fonctionnent nos banques se trouvent dans un pays étranger. Ça, à part EcoBank qui a son serveur, semble-t-il, au Ghana. Ça doit interpeller aussi bien ceux qui nous dirigent actuellement que ceux qui aspirent à présider aux destinées de l'État togolais. Mais Abbas, Mikaïla, vous l'avez suivi, le mercredi dernier, le gouvernement a décidé de racheter les créances, les dettes de ces banques-là qui sont en cours de privatisation. Et Jean-Paul vient d'attirer notre attention sur des choses qui ne sont pas très claires ou bien sur lesquelles nous aurions souhaité avoir plus d'éclairage. Mais l'autre question qui se pose également, puisque le gouvernement veut se convertir, le gouvernement de Faure Gnassingbé veut se convertir à la bonne gouvernance, quitte même à demander des comptes à ceux qui ont géré des sociétés, à ceux qui on impute, à ceux qu'on accuse de velléité de corruption. Est-ce qu'il ne serait pas bien que également l'État togolais nous situe par un audit sur les conditions, les circonstances qui ont conduit à ce qu'on privatise aujourd'hui les banques comme la BIA Togo, la BTCI, la BTD et l'UTB? Non, d'abord, ils ne vous diront jamais qu'ils n'ont pas fait des audits. C'est-à-dire qu'ils vous diront qu'ils ont fait des audits et que les audits, c'est pas fait pour publier. Et en ce qui concerne les recommandations du FMI et de la Banque mondiale, moi je l'ai toujours dit, c'est-à-dire que ce n'est pas des institutions qui sont au-dessus de tout soupçon. Lorsque vous voyez comment ça se passe aujourd'hui, ces pays qui sont les chantres de la politique économique sauvage, vous voyez ce qui se passe dans le monde entier avec la crise financière internationale. En ce qui concerne les autorités togolaises, je crois qu'elles ont fait sienne cette stratégie de Sarkozy qui dit que pour faire une bonne communication, il ne faut même pas du tout en faire. Et donc, ils ne font pas de la communication. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont floues. Mon confrère Agbo l'a dit tout à l'heure. Vous avez vu vous-même que les contours sont flous. Mais si c'est pour faire... alors, si c'est pour faire la transparence, je ne suis pas sûr qu'ils feront la transparence parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut cacher aux Togolais. Sinon, on ouvrirait le débat là-dessus, comme il a dit.